Allez, salut à tous les amis, c'est Vivi, on se retrouve pour un nouvel épisode du Faucon Millenium de Star Wars. La maquette donc à construire, numéro 30 cette fois-ci, on est sur un nouveau fascicule. Alors on va déjà regarder, comme d'habitude dans un premier temps, un petit peu le contenu de ce bouquin. Et puis ensuite, je vous présenterai les pièces et on attaquera du coup une nouvelle fois de plus la construction. Donc on rattaque une nouvelle dizaine de numéros, hein. On est sur le 30, ce qui va nous emmener donc pour 10 numéros supplémentaires jusqu'au 40, pour passer à une prochaine étape. On a un faucon, ma foi, qui commence petit à petit à se construire, hein. Bon, pour le moment, ça ressemble pas plus que ça à ce qu'on devrait avoir au final. Mais ma foi, on arrive gentiment sur la moitié, hein, à l'épisode 40, on en sera quasiment à la moitié. Donc, ma foi, c'est quand même pas mal, mais bon, on n'y est encore pas. Ça va se faire bien gentiment. Alors, le fascicule, c'est parti. On va traiter apparemment des vaisseaux de guerre de la Fédération du Commerce 1. Ok. C'est parti. On feuillete tout ça ensemble. Alors, le vaisseau et ses caractéristiques. Les vaisseaux de contrôle droïde, les vaisseaux de guerre de la Fédération du Commerce 1. Donc là, à mon avis, c'était dans le premier épisode, hein, il me semble, hein, la Fédération du Commerce. Je crois que c'était là-dedans que c'était vu dans la saga. Alors voici le vaisseau, donc avec une forme un peu ronde. On va voir ça ensemble. En décidant de transformer ses cargos pour mener à bien son effort de guerre, la Fédération du Commerce fit surtout des choix économiques. Résultat, ces vaisseaux présentaient des faiblesses absentes des autres vaisseaux de guerre, et ce fut particulièrement le cas pour les vaisseaux de contrôle droïde. Alors, qu'est-ce qu'on a comme spécification technique là-dessus? Seules les antennes des vaisseaux de contrôle droïde indiquaient la véritable fonction de ces vaisseaux. Toute attaque frontale était contrecarrée par une nuée de chasseurs droïdes. Ouais, d'accord, on en voit une justement juste ici sur l'illustration, je pense que c'est c'est de ça qu'il parle. Alors, spécification technique du LH3210 modifié. Conception ORCH Kessel Drive Inc. D'accord. Type classe Lucré-Hulk, cargo LH3210 modifié. Diamètre 3170 mètres. Ouais, donc c'est déjà assez conséquent. Largeur 3009 mètres. Bah ouais, il est rond, donc forcément, la longueur et la largeur sont un peu les mêmes. Hauteur-profondeur 1029 mètres. Ah ouais? Bah ouais. Ok. Affiliation, Fédération du Commerce, Confédération des systèmes indépendants, arsenal 42 batteries quadrilaser et turbolaser, moteur sublimique, 2 turbines primaires à proton Rendili Star Drive, 12 turbines secondaires à proton, signal de contrôle droïde 16 500 km portée maximum, putain c'est énorme. Capacité d'emport, 1500 droïdes vautours, 50 barges C-99-79, 550 véhicules de transport multitroupes TMT, 6250 chars d'assaut blindés CAB, 1500 véhicules de transport lourd. Eh ben dis donc, il en tient des choses là-dedans. Assez conséquent. Ok, donc ça c'est vu. Ensuite, on continue. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, on va faire comme d'habitude, on va se décaler. On a justement un des membres de la Fédération du Commerce, en tout cas c'est comme ça que je crois qu'il s'appelle. Alors, noyau de communication, là au-dessus. Bien que très peu armés, les vaisseaux de contrôle droïde possèdent de puissants boucliers déflecteurs et des antennes pour que la communication ne soit pas interrompue durant une attaque. Chaque vaisseau dispose de relais de transmission et de senseurs capables de contrôler l'armée de droïdes de la Fédération du Commerce, et ce jusqu'à 16 500 km. Des alliages composites permettent aux antennes de transmission de supporter l'énorme puissance du signal. Plusieurs réacteurs sont également nécessaires pour fournir l'énergie nécessaire à ce dispositif. Bah oui, c'est un peu normal. Ok. Alors, qui c'est qu'on a sur l'illustration? Les pilotes néimoïdiens. Les néimoïdiens qui contrôlaient la Fédération du Commerce nommaient les capitaines qui dirigeraient les vaisseaux de guerre. Les pilotes néoméidiens étaient des cyborgs qui portaient un vocodeur et des lunettes de données pour communiquer avec le vaisseau. Le vice-roi Nute Gunray utilisa ces vaisseaux pour organiser le blocus de Naboo. Il justifia cet acte en avançant que taxer les routes commerciales de la bordure extérieure était injuste pour la Fédération du Commerce. Ouais, donc c'est lui. Le vice-roi Nute Gunray. Ok.
Je me rappelais pas de son nom, honnêtement. Ici, qu'est-ce qu'on a La bataille de Naboo, justement. Des failles fatales. Oui, effectivement, ils avaient fait péter ce truc-là. Le noyau central, là, justement, là, l'espèce de grosse sphère au milieu, là. Anakin Skywalker lança 2 torpilles à protons dans le vaisseau de contrôle de droïdes, déclenchant une réaction en chaîne qui conduisit à une fantastique explosion. Et oui, très grosse explosion, en effet. En dessous, on a les droïdes vautours étaient des défenseurs très efficaces, capables de manœuvres ultra rapides. Ils pouvaient tuer un pilote, mais manquaient toutefois d'ingéniosité. Ah, d'accord. Et enfin ici une maquette, modèle réduit d'un vaisseau de contrôle droïde conçu par Industrial Light et Magic, filmé en incrustation pour la menace fantôme. D'accord. Allez, on continue. Secret de vol, les générateurs de gravité artificielle. Donc là, c'est pareil, on revient sur le faucon. Donc, on a une jolie petite illustration ici. La gravité artificielle est tout aussi essentielle au vol interstellaire que les hyperpropulseurs qui projettent les vaisseaux dans l'hyperespace. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on nous explique un petit peu là-dessus? Sur la page de droite, les champs de gravité dans le faucon. Installés dans l'ordinateur principal du faucon, les compensateurs de gravité artificielle permettent de maintenir un environnement stable, renforçant la sensation de l'équipage que le sol se trouve en dessous. Peu importe l'orientation du vaisseau, avec le compensateur d'accélération, il modère les accélérations extrêmes, qui peuvent atteindre 12 G. Des générateurs de gravité secondaires sont situés au niveau des tourelles, pour que les artilleurs se sentent à l'endroit. D'accord. Alors, comment que ça fonctionne? Direction normale du champ de gravité, vers le bas. Ok. Gravité tourelle dorsale. Gravité tourelle ventrale. Compensation d'accélération. Ouais, je comprends pas trop comment ça fonctionne, mais bon, bref. Pour stabiliser l'environnement intérieur du faucon, soumis à une très grande vitesse et à de fortes accélérations, les générateurs de gravité artificielle sont parfois nécessaires, même lorsque le vaisseau est sous l'influence de la gravité d'une planète. Ouais, c'est peut-être pour l'éviter justement d'être attiré par la planète, justement. J'imagine que ça sert à ça. Les manœuvres rapides, les collisions et les explosions peuvent secouer un vaisseau et son équipage. Mais lors d'opérations normales, les générateurs de gravité maintiennent un équilibre artificiel. Ah oui, d'accord, c'est pour éviter en fait qu'ils bougent à l'intérieur, j'imagine. Ok, ça marche. Bon, bah c'est vu. On a encore une page ici. Qu'est-ce que c'est que ça? On a un droïde. Alors, les rebelles Sabine Wren et le droïde Astromécano Trooper tentent de saboter un croiseur de classe Gozanti transportant des esclaves Wookiees. Quand ils découvrent qu'ils ont été piégés, ils désactivent la gravité artificielle du vaisseau pour permettre à tout le monde de s'échapper. D'accord. Ok. Ici, les artilleurs du faucon se trouvent soit sur le dos, soit sur le ventre par rapport au reste du vaisseau, mais la gravité localisée leur permet de se sentir assis. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, je crois qu'on le voit dans la saga à un moment. Ils ont une position qui est pas du tout dans le bon sens, en fait. Oui, ils sont soit sur le dos, effectivement, soit sur le ventre. D'accord. Changement de direction. Et là, qu'est-ce qu'on a? Filmer la gravité zéro. Bon, bref. Allez, on passe à la suite. On présente les nouvelles pièces de cet assemblage numéro 30. Alors, on est parti. Structure de la coque inférieure. Donc, apparemment, on va continuer la structure métallique dans ce numéro, en tout cas. C'est normalement ce qui est prévu. Continuez de construire la structure de la coque grâce à une nouvelle pièce et agrandissez votre support de montage pour maintenir la coque. Ouais, donc le support de montage, je rappelle, c'est les grosses pièces en plastique. On va normalement la continuer dans ce numéro. Alors, continuez de construire la structure de la coque grâce à une nouvelle pièce et agrandissez votre support de montage pour maintenir la coque. Oui. Outre les pièces dont vous avez besoin pour cette étape, vous disposez désormais d'une nouvelle pièce pour le dessous de la coque et d'une autre pièce pour la structure, BF36. Gardez-les pour plus tard. Ok. Liste de composants. Alors, on est parti. En 1, structure de la coque BF36. Donc, c'est la structure métallique, la grosse. 2, structure de la coque BF35. C'est la plus petite, donc on nous en donne 2 dans ce fascicule. Support d'assemblage, une pièce, c'est la grosse pièce en plastique avec les patins antidérapants x2 qui sont déjà collés dessus.
Pour rappel, hein, on est toujours sur du numéro que j'avais déjà fait, mais ça ne saurait tarder d'arriver sur de nouveaux numéros. Je crois que le 31 avait encore été ouvert pour ma part. Après, il me semble qu'on passe sur des nouveaux numéros. On continue. 5. Vis x 5 plus une de rechange. Alors, ce sont les petites vis pour les pièces plastiques plus tard, hein, la coque en elle-même. On va pas s'en servir tout de suite. 6 vis x 7 plus une de rechange, ça ce sont les vis noires pour la structure. 7 vis x 4 plus une de rechange, ce sont ces grandes vis là en laiton qui fixent des choses diverses et d'autres, notamment les connecteurs de nervures. 8 nervure radiale, elle est juste là. 9 connecteur de nervure, c'est la partie qui est là. Et enfin 10 plaque de la coque BP19, elle est juste là. Voilà. Et ben on est parti, on va se lancer dans la construction. Alors ça va pas être très long normalement aussi. Donc structure métallique de prévu dans cet épisode. Et puis vous voyez, il y a une dernière page noire. Donc on a juste ça à faire. Dans la vidéo, alors je vais faire comme la dernière fois. Je vais vous présenter un petit peu déjà sur le fascicule ce qu'il en est, ce qu'on fait. Et puis moi je vais faire le montage en off. Et puis je vous retrouve après avec la structure montée que je remettrai au centre pour vous la présenter une fois finie. Parce que voilà, je ne peux pas filmer tout simplement les deux endroits. Donc ça va être très certainement beaucoup comme ça maintenant. Et puis aussi, je vous montrerai avec la partie de support d'assemblage nouvelle, qui d'ailleurs devrait nous en manquer qu'une seule, apparemment. Alors on va commencer ici, bien sûr, assembler la structure inférieure. En ajoutant les 3 pièces structurelles ainsi que la nervure radiale ci-dessous, à la structure déjà existante, vous aurez assemblé les 2 tiers du dessous de la coque. D'accord, donc on aura déjà fait 2 tiers. Donc tout ça. Ok. Donc là, on nous explique comment que ça va se passer. On va avoir besoin donc de la 33, de la 34 et de la 35. Donc la 36, apparemment, pas besoin tout de suite. On aura également besoin de nervures extérieures pour les assembler, et enfin d'un connecteur. On avait assemblé, rappelez-vous, l'anneau de tourelle en métal. Donc maintenant, voilà, on a une bonne base, ça tient bien, donc c'est parfait. Prenez la pièce BF35 qui est la plus petite, ainsi que les 2 structures fournies dans les numéros 28 et 29. Étalez-les comme indiqué en suivant la numérotation pour compléter la partie de la structure indiquée. Vous aurez également besoin de la nervure radiale et du connecteur livré avec ce numéro et le numéro 29, ainsi que 12 petites vis noires à tête ronde pour fixer les structures, plus 4 longues vis pour la nervure radiale. Donc tout ça, je vais le trouver bien sûr, moi. On continue. Pour être identifié, les pièces de la structure présentent des numéros BF en rouge sur la photo, donc qui sont marqués ici. La photo ci-dessus indique comment elle s'assemble. Le schéma de droite indique la partie correspondante sur votre plan du faucon. Le schéma de droite, c'est ça, c'est pour se rendre compte de ce qu'on a fait. Donc je vais faire toutes ces étapes de 1 à 11. Et on devrait se retrouver à la fin du montage avec ceci. Voici à quoi doit ressembler l'assemblage final. Donc une structure montée à son 2 tiers. Voilà. Donc je vais déjà faire ça dans un premier temps. Et puis je vous retrouve ensuite quand c'est fait. Je vais aussi vous parler de ça, du coup. Comme ça, je vais le faire en même temps. Agrandir le support d'assemblage. La nouvelle pièce que vous avez reçue permettra de compléter les 7/8 de votre support. Donc, vous voyez, on sera quasiment au complet. La dernière pièce sera fournie dans le numéro 31, donc numéro prochain. Donc voilà, ce sera le dernier numéro que moi j'aurai justement fait. Et puis après, on sera sur du numéro tout neuf. Votre support est agrandi, ce qui vous permet de maintenir correctement la structure que vous avez assemblée dans ce numéro. Voilà, et je fais tout ça, et puis je vous montre ce que ça donne. Donc on devrait se retrouver au final avec un truc de ce genre-là à l'écran. Allez, c'est parti pour moi. Je vous dis donc à tout de suite après le montage. Allez les amis, je vous retrouve. Voilà, c'est fait pour moi. La structure, donc, c'est bien installé, il n'y a pas de problème. Donc, c'est ici que ça s'est passé. J'ai mis 1, 2, 3 structures métalliques, plus la nouvelle nervure juste ici. Voilà. Donc, j'ai fait comme sur le plan, on est à l'identique. Il nous manque donc juste une portion de support d'assemblage en haut. Donc, ça tombe très bien, j'ai quand même réussi à tout mettre le truc dans l'écran. Bon, ça passe, j'ai juste décalé un petit peu au niveau de la caméra, et puis ma foi, ça passe. Donc pour vous le présenter, ça sera déjà bien. Je vous referai très certainement une vue d'ensemble, vue du haut, comme j'avais pu faire dans une vidéo. Bientôt, peut-être quand il sera totalement terminé, histoire de vous montrer un petit peu plus de loin ce que ça donne. Mais là, à l'écran, ça rend plutôt pas mal. J'ai réussi à le mettre en entier, donc du coup, ça va. Donc voilà.
Tout s'est bien passé, pas de problème, hein, tout s'est bien concordé, les vis ont pas mal vissé, pas de problème. On est bien hein, pour le moment, tout correspond bien au niveau des trous. J'avais eu un petit souci, rappelez-vous, à ce niveau-là. Bah, d'ailleurs, on le voit toujours. Alors moi, je le vois personnellement, mais après vous, à l'écran, ça ne se voit pas. Mais les vis sont pas totalement à fond, et de toute façon, je ne peux pas les mettre à fond. Donc, je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est une histoire de taraudage dans les parties de structure, je sais rien. Ou alors c'est les vis qui sont foirées, je sais pas. Puisque je les avais déjà montées au préalable, j'en sais rien du tout. Principal, voilà, c'est que ça ressemble à quelque chose à l'arrivée et que ça tienne. Moi, c'est ça qui m'importe. Donc, on a terminé le numéro 30. Voilà, on est au bout. Une nouvelle fois de plus. On se retrouve dimanche prochain pour continuer le 31. Alors, je sais pas si ce sera de la structure ou pas, j'en sais rien. Je vous avoue que j'aimerais bien qu'on reparte sur autre chose, mais bon, après, c'est aussi important de finir la structure, de toute façon, parce qu'il le faut, hein. Il faut qu'on ait quand même au moins une bonne base avant de pouvoir installer des choses dessus. Bref, bref, bref. Et ben voilà les amis, je vous souhaite un bon visionnage, je vous souhaite un bon dimanche, et puis je vous retrouve dimanche prochain pour la suite du Faucon Millenium de Star Wars. Allez, salut tout le monde!